Lors de votre émission, où vous jetiez la pierre pour la énième fois sur Monsieur Pascal Broulis, vous vous êtes permis de faire des comparaisons totalement déplacées, mettant en regard des images de Lausanne et Sainte-Croix. Avant de dénigrer notre commune, venez nous rendre visite et vos yeux se mettront à briller. Honte à la Suisse qui protège le commerce plutôt que la santé. Le sucre est peut-être mauvais pour la santé, mais il est bon pour le moral. Et vu les idées débiles qui circulent à Berne, on va vraiment avoir besoin de beaucoup de sucre. Vraiment beaucoup. Merci pour ce reportage sur la complexité de l'islam au Kosovo. Loin des clichés et tout en nuances. Des navettes qui circulent à 10 km/h qui ne peuvent pas gérer les feuilles ou la neige. À quand un reportage sur le financement de ces joujoux technologiques parfaitement inutiles? Alors, excellent le trolleybus miniature en modèle réduit. Ah, excellent alors. De nouvelles accusations de harcèlement sexuel contre des élèves à Genève, dans le même collège où enseignait Tariq Ramadan. Un professeur est mis en cause par des élèves qui témoignent ce soir dans Mise au point. Une enquête administrative a été ouverte contre ce professeur. La chef de l'instruction publique genevoise sera sur notre plateau pour expliquer comment elle gère la situation. 5 villes suisses parmi les 10 plus grosses consommatrices de cocaïne en Europe. L'analyse des eaux usées révèle une explosion de la consommation, avec même plus 60% à Genève. Enquête. C'est le grand retour des speakerines, documentaires, séries. Ces icônes de la télévision reviennent en force. En Suisse, elles avaient battu tous les records de longévité. Nous les avons retrouvés, parfois pas très loin. Bonsoir, bienvenue dans Mise au point. Avant toute chose, la grande actualité de la soirée, la réélection de Vladimir Poutine à la présidence russe. Un scrutin sans le moindre suspense, mais dans la catégorie élection sans surprise, Vladimir Poutine n'est peut-être pas le champion mondial. C'est notre séquence 144 secondes préparée par Marion Fallieu. Gros suspense cette semaine en Russie. Moi, je te parie 4 kopecks que c'est Vladouchou qui va sortir de la chapka. Et bingo! 4e mandat pour le tsar Poutine, assuré de rester au pouvoir jusqu'en 2024. Waouh, palpitant la politique russe, mais quelque chose me dit qu'on peut trouver encore plus fort. Et maintenant, procédons au vote. Que ceux qui acceptent lèvent la main. Y a-t-il des objections? Aucune. Clap, clap, clap. J'ai failli tomber de ma chaise tellement c'est surprenant. Dimanche dernier, le Parlement chinois a ouvert la voie vers un mandat à vie pour Xi Jinping. Sur 2963 votants, ils n'ont été que 2958 à dire oui. Faut qu'il fasse gaffe, Xi, hein. Il y a tout de même eu 2 contre et 3 abstentions. Mais bon. Dans le genre tueur de suspense, le premier point revient à la Chine. Deuxième round, le culte de la personnalité. Cette fois-ci, Vladimir sort l'artillerie lourde, un peu de dentelle, un peu de rap sirupeux et surtout les gros muscles de Vova. En une semaine, le clip a déjà été vu 1 million de fois sur YouTube. Traduction en susurré, Vova beau gosse, Vova le chef, Vova on t'aime. Et du côté des Chinois, ça donne quoi? Ouais. Pour le culte de la personnalité, je suis pas 100% convaincue là. D'ailleurs, le président chinois non plus, hein. Winnie l'ourson est systématiquement censuré en Chine. Donc, pour le round 2, je crois que c'est plié. Mais du coup, c'est qui gagne au jeu du président qu'on n'a même pas besoin de voter pour savoir que ce sera lui, mais on le fait quand même? Est élu avec 190 voix, Monsieur Alain Berset. Ah, voilà, enfin, un président élu avec un score soviétique de 90,47% qui passera le relais dans un an, comme prévu, à son voisin de droite. Ça, c'est une vraie élection sans suspense, comme on les aime.
Le nom du collège de Saussure à Genève a été rendu tristement célèbre par les accusations de harcèlement sexuel du professeur Tariq Ramadan contre ses élèves. Ce soir, notre enquête montre que des accusations pèsent sur un autre professeur du même établissement, mais sur la période actuelle. Il a été suspendu et une enquête administrative a été ouverte contre lui le mois dernier. Anne-Frédérique Wiedmann a recueilli les témoignages de 2 de ses anciennes élèves. Ok, mesdames et messieurs, les journalistes, bonjour. Lundi, tandis que Anne-Emery Toracinta convoquait la presse en catastrophe pour marteler que son département n'avait rien à cacher, une nouvelle affaire de harcèlement sexuel avait déjà éclaté à Genève. Interrogée en aparté, la chef de l'instruction publique refuse de s'exprimer. Je ne peux rien dire sur tout ce qui est concernant des collaborateurs et des affaires en cours. Malheureusement, ça fait partie de la protection de la personnalité des enseignantes ou des collaboratrices du département, des collaborateurs, sachant que quand il y a une procédure en cours, toute personne est présumée innocente jusqu'à la fin de la procédure. En décembre, un professeur du collège de Saussure a été suspendu. En février, le Conseil d'État genevois a ordonné une enquête administrative pour des faits qui se sont déroulés au moins jusqu'en 2015. L'automne dernier, bouleversées par l'affaire Ramadan, des jeunes filles se décident à parler. Elles accusent un enseignant encore en poste de harcèlement. Cette femme est la mère de l'une d'elles. Alors voilà, on voit ici le collège de Saussure, le collège où ma fille allait, ainsi que les autres jeunes filles. Moi, la première réaction, c'est vraiment le mal-être. Les frissons, style malade. Et après, c'est la tristesse. Moi, pendant 2 nuits, on pleure. Moi, j'ai pleuré pendant 2 nuits. J'ai pas bien dormi et j'ai pleuré. Et après, on est fâché. Vraiment très fâché, plus que fâché. Vraiment très, très remonté, oui. Très, très remonté. Contre l'auteur des faits, bien évidemment. En tout premier lieu, c'est ça. Et puis après, contre tout le système autour qui n'a pas su protéger ces jeunes filles ou qui n'a pas voulu voir ou voulu protéger. C'est quoi qui vous touche le plus dans ce qu'elle vous raconte? Qu'elles aient pas osé en parler et qu'elles sont encore vraiment, vraiment marquées. Et ce qui me peine, c'est qu'elles n'aient pas pu parler, même à moi. Entendue une première fois par le DIP en novembre, cette jeune femme a également été la cible de cet enseignant. Dès 2013, lorsqu'elle est son élève, et surtout après l'obtention de sa maturité, alors qu'elle vient d'avoir 18 ans. À l'époque, c'était justement une personne que j'appréciais vraiment énormément et pour qui j'avais de l'admiration. Et c'est une personne qui me renvoyait cette admiration et qui me disait que j'étais géniale. Ça reste une figure d'autorité. Voilà, j'avais l'impression que c'était une faveur qu'il me faisait et qu'en fait, j'avais pas le choix que de répondre. Il me demandait si je me masturbais, si j'avais déjà envoyé des photos nues de moi à des gens. Voilà, en fait, un peu des détails de ma sexualité, de comment elle se passait. Elle me disait qu'il se souvenait de mes jambes quand j'étais en short. Puis il me disait que lui se masturbait le soir quand il était à son bureau en train d'écrire ou je sais pas. Et pourquoi tu parles pas à tes parents ou au collège? Alors au collège, je pense que je me sentais pas vraiment légitime étant donné que j'étais plus élève. Et à mes parents, je pense qu'il y a aussi une part de honte. Sur le moment, la jeune fille se mure dans le silence. Les déballages de l'affaire Ramadan réveillent ses blessures. J'ai réalisé justement qu'il y avait d'autres personnes à qui c'était arrivé. Donc déjà, on se sent vraiment manipulé. Et moi, je pense que c'est ça qui m'a fait le plus de mal. Ça m'a enlevé quand même une certaine part d'estime de moi, parce qu'on se rend compte que, au final, j'avais rien de plus que le fait peut-être d'être à son goût. J'étais pas incroyable. La parole de la jeune femme se libère avec le soutien de cette mère de famille, ancienne responsable de l'association des parents d'élèves. Francine Bertrand a récolté une partie des témoignages. Ce qui m'a frappée, c'est la quête et le désespoir d'une des victimes qui, pendant des semaines, a cherché à qui parler, à qui raconter ce qu'elle avait vécu. Donc je l'ai dirigée au DIP. À notre connaissance, au moins 5 jeunes femmes disent avoir été harcelées par cet enseignant. Elles l'admirent, lui font confiance. Il leur envoie des messages de plus en plus nombreux et suggestifs.
Moi, ce qui m'a frappée avec ces témoignages, à part la souffrance des élèves, ce qui m'a vraiment frappée, c'est que son scénario est bien rodé. C'est que c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que ça commence par des flatteries, ça commence par vouloir parler d'intellect, et puis à la fin, ça dérive. Du coup, on prépare ça ce soir. Et puis... Certaines sont brisées parce qu'elles ont réalisé à quel point elles ont été utilisées. Et ce que je ne supporte pas, outre l'âge, parce qu'elles ont un âge vraiment, elles sont très jeunes, c'est qu'il y a un énorme lien il y a un lien de subordination, il y a un lien de dépendance. C'est pas d'égal à égal. On peut pas envoyer promener son prof. On peut pas. D'ailleurs, parmi les témoignages, il y a des mamans qui ont dit à leur fille « S'il te plaît, ne dis rien, j'ai peur que tu n'aies pas ta maturité. » Cette jeune femme est un témoin clé. Elle prend la parole au nom de sa meilleure amie, trop terrorisée pour sortir de l'anonymat. Les faits se sont déroulés alors que cette dernière était en année de maturité et qu'elle était dans la classe de cet enseignant. Elle me racontait vraiment tout, elle me montrait les messages. On se demandait qu'est-ce qu'on devait faire. D'abord, il commençait un peu par la flatter. Ensuite, il disait vraiment qu'il se passait quelque chose, qu'il ne savait pas expliquer, que c'était la première fois que ça lui arrivait, que c'était peut-être lié au fait qu'il avait des problèmes avec sa femme. Il lui propose d'aller dans son bureau et elle refuse. Il n'y a jamais eu de truc physique, ça, faut pas, voilà. Mais elle avait quand même peur que quelque chose puisse arriver, donc quand même. Il se voit à la cafétéria, ensuite elle part et elle reçoit un message de lui qui dit qu'après qu'elle est partie, il a dû rester un moment assis parce que c'était dur en bas. Elle ne sait pas trop comment réagir et ensuite ça cumule avec une vidéo qu'il lui a envoyée. Il est sous la douche, nu, il commence par filmer sa tête, il a l'air très content, il sourit, il a l'air vraiment content de ce qu'il fait. Et ensuite, il descend sa caméra et il est en train de se toucher. Votre réaction à toi et à ton ami, c'est quoi? De nouveau, je pense dans notre naïveté, on était très choqués, franchement très choqués. Mais on avait peur pour les résultats scolaires. On s'est dit, mais c'est quand même un prof. On ne savait pas trop à qui s'adresser. Et du coup, on n'a rien fait. Après la vidéo, donc elle l'a montré à moi, mais elle en a aussi parlé à une autre personne du collège qui était dans sa classe, qui a été très, très indignée en fait. Il était vraiment choqué de cette vidéo. Et du coup, lui, il a décidé de prendre les choses en main et il l'a dit à une prof du collège. Elle s'en remettait pas, elle voulait pas trop le croire. Et du coup, elle a demandé directement à mon amie, mais est-ce que c'est vrai? J'aimerais l'entendre dire par toi-même. Et là, mon amie a répondu que oui, c'était vrai, mais sans aller plus loin dans les détails. Cette prof, elle disait juste, à surveiller, mais elle n'a rien fait de plus. Elle témoigne pour que tout cela cesse, mais des preuves matérielles ont disparu et la jeune femme s'en prend à un professeur charismatique, doté d'une aura immense. Tous les profs l'admirent tellement, tous les élèves l'admirent tellement, que tout le monde se dit, et en ce moment encore, je suis sûre que beaucoup de gens se disent qu'ils veulent soit pas croire que ce prof si génial ait fait tout ça, ou alors ils essayent de minimiser complètement la chose et de se dire que c'est peut-être les filles qui mentent, ou peut-être que les filles exagèrent, que ça a pris trop d'ampleur. Au collège, personne n'a souhaité s'exprimer. Cette affaire jette le trouble dans un milieu qui navigue entre le désir de protéger les élèves et celui de défendre leur profession. Au syndicat des enseignants, le malaise est palpable. Pour vous, la ligne rouge, c'est quoi? Qu'est-ce qu'un prof ne doit absolument pas faire? Comment dire ça? Alors, Jean-Pierre, il devrait chercher à entretenir des relations intimes avec une élève, ou un élève d'ailleurs, par quelque biais que ce soit. Je veux dire, on parle là de WhatsApp, mais ça pourrait être très bien. Il n'y a pas de moments de séduction qui doivent tenir lieu dans un cours. Voilà. On vous sent un peu emprunté. Hein. Emprunté, pourquoi? Pourquoi, dites-moi? Mais pourquoi? Parce que, j'entends, le problème, c'est qu'il y a un risque avec cette médiatisation mais c'est banal peut-être ce que je vais dire, hein, mais de faire passer tout le monde pour des harceleurs potentiels. Donc, le risque de, je dirais pas de jeter l'opprobre, mais que la profession soit éclaboussée par
une ou deux personnes qui méritent d'être punies si elles ont commis des actes répréhensibles, eh bien ça explique peut-être notre position. Bah oui, on peut emprunter, oui, on peut emprunter. Et les collègues sont furieux qu'on parle de Saussure comme étant vraiment l'endroit où il se passe des horreurs. C'est peut-être plus compliqué que ça. Pour Véronique Ducret, spécialiste du harcèlement sexuel et signataire de la lettre accusant le département d'Omerta, le problème est ailleurs. Le problème actuel, c'est qu'il y a du harcèlement sexuel dans les écoles et que beaucoup de jeunes n'osent pas en parler. Pour moi, c'est ça le problème. Et la jeune qui inventerait n'importe quoi pour lyncher un prof, je ne suis pas sûre qu'elle a beaucoup à gagner quand on voit la difficulté des victimes à se faire entendre. Elles savent à raison qu'elles auront en face d'elles une personne mise en cause qui viendra avec ses avocats et qui va commencer à l'attaquer, elle, sur son comportement et non sur les comportements qu'elle a subis. Ces personnes ont besoin d'être entendues, mais elles ont aussi besoin, et surtout, qu'on leur rende justice. Pour les victimes, la procédure est lourde et incertaine. Cette jeune fille vient d'être entendue par la juge en charge de l'enquête. Elle a croisé des enseignants venus défendre leurs collègues. Elle s'est retrouvée seule face à son ancien professeur, défendu, lui, par un avocat. Je me suis dit, tu sais ce que tu as vu, tu es au clair avec ce que tu sais, tu ne parles que de ce que tu sais, parce que c'est pour ça que tu es là. Et si tu fais ça, il n'y a aucune raison qui te déstabilise. Qu'est-ce que tu fais quand tu rentres dans la salle alors ? Je m'assieds et je demande si je peux dire quelque chose. Et je lui ai dit tout de suite, j'aimerais juste qu'on en vienne au but. Je suis là pour parler d'une vidéo pornographique que j'ai vue. Et j'aimerais qu'on en parle maintenant et que vous l'écriviez. Comme ça, c'est fait. Et j'ai dit parce que j'avais l'impression que vous m'empêchiez de parler. Comment réagit le professeur et ses avocats quand tu parles de la vidéo ? Ils n'ont pas réagi. Ils n'ont pas posé de questions, ils n'ont pas nié, ils n'ont pas demandé de préciser, rien du tout. Alors que plus tard, dans le témoignage, quand je parlais d'autres sujets, ils me posaient d'autres questions, là, ils rebondissaient sur tout ce que je disais. Et ils essayaient de chercher la petite bête pour essayer de trouver des contradictions dans ce que je disais à la toute fin. Et ça, j'ai vraiment pas aimé. C'était de mettre la faute presque sur mon amie, de faire de la culpabilité sur elle pour en fait lui demander si elle aussi, elle avait envoyé des photos ou des vidéos. Et ça m'a vraiment achevée. Je le sais, je le sais à 100%, elle n'a jamais envoyé quoi que ce soit. L'avocat de l'enseignant a demandé à réentendre la jeune fille, ce que l'enquêtrice a accepté. Mais cette fois, elle ne s'y rendra pas seule. C'est pour ça que cette fois-ci, on aura un avocat pour vraiment éviter toute cette déstabilisation. Contacté, l'avocat du professeur n'a pas souhaité s'exprimer. De son côté, maître Robert Assaël, spécialiste de ce genre d'affaires, s'inquiète de la situation des jeunes filles. Habituellement, dans les procédures administratives, les témoins viennent sans avocat. Mais là, il faudrait absolument qu'il y ait un avocat parce que déjà de se retrouver seul face au prof, c'est une sorte de choc. Il faut avoir d'autant plus de courage d'affirmer ce que l'on a subi. Je suis pour que la parole se libère complètement et que la vérité éclate. Dans cette procédure, c'est le DIP qui sélectionne les témoins et documents soumis à la juge. Pour l'avocat, cela pose problème, même si la secrétaire générale du département vient d'être suspendue. Quand vous savez que la directrice du collège de l'époque est aujourd'hui secrétaire générale du DIP, vous vous dites que le DIP a aujourd'hui peut-être pas forcément l'intérêt que cette enquête administrative aboutisse à une sanction à l'encontre du professeur. Donc, le DIP est en total conflit d'intérêts, même un conflit d'intérêts crasse, qui imposerait qu'il se retire en tant que partie de cette procédure au profit d'un autre département. L'enquête sera close dans les prochaines semaines, mais le DIP a déjà fait savoir qu'il ne pourra communiquer ni sur ses conclusions, ni sur une éventuelle sanction. Madame Emery Torrasinta, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseillère d'État, chef du département Genevois de l'instruction publique.
Quand vous voyez cette enquête, avec ces témoignages, ces faits qui seraient passés dans votre département sous votre mandat, comment est-ce que vous réagissez ? C'est surtout comment j'ai réagi, c'est-à-dire dès que j'ai entendu parler de ces témoignages, j'ai entamé la procédure qui aboutit, vous l'avez dit, à une enquête administrative qui est en cours. Parce que pour moi, si les faits sont exacts, ils sont tout simplement inacceptables. Mais comment se fait-il qu'il faut que ça sorte dans la presse pour que vous entendiez parler de ces témoignages ? Alors, pas du tout. Dans cette affaire-là, en particulier, la procédure était en cours bien avant que la presse s'en saisisse. Dès qu'on a su ce qui se passait, j'ai demandé à ce que l'enseignant soit entendu. Il y a toute une procédure qui est assez longue, que je ne vais pas vous raconter, mais j'ai agi immédiatement. Combien de temps il faut pour qu'un enseignant soit éloigné de ses élèves dans ces cas-là ? Immédiatement. C'est-à-dire que si les faits reprochés sont graves, l'enseignant est immédiatement suspendu, le temps que la procédure suive son cours, mais bien évidemment qu'on ne va pas laisser un enseignant en classe si on a des soupçons de ce type. Dans ce cas-là, ça a pris combien de temps ? Dès que l'enseignant a été informé des faits, c'est-à-dire qu'il a fallu recueillir le témoignage des jeunes filles, et puis à partir de là, il y a ce qu'on appelle un entretien de service qui lui est consigné, et au moment de l'entretien de service, effectivement, il est suspendu. Donc il y a quand même un temps de latence où finalement on fait une espèce un début d'enquête, c'est ça ? C'est pas vraiment un début d'enquête, mais il faut simplement pouvoir établir des faits. La procédure administrative est très claire. Vous devez consigner dans une lettre très précisément les faits qui sont reprochés à la personne, ce qu'elle risque, et c'est ceci, si vous voulez, qui, au moment où l'enseignant le reçoit, qui va déclencher la procédure. Il y a parfois des témoignages imaginaires d'élèves, c'est quelque chose qui peut arriver Ça peut arriver, mais lorsqu'on lance une procédure d'enquête, la personne qui fait l'enquête, elle a l'habitude aussi de ceci. Et puis je rappelle que lorsqu'il s'agit par exemple de jeunes qui ont moins de 16 ans, par exemple, lorsqu'il y a une procédure pénale, si on est avec un jeune de moins de 18 ans et qu'il y a une procédure pénale, on a aussi la brigade des mineurs qui a l'habitude d'enquêter. Alors vous dites on est intervenu aussitôt, on est quand même en train de parler des choses qui se sont passées jusqu'en 2015, c'est-à-dire qu'il y a eu un silence entre-temps. De l'extérieur, on a l'impression qu'il y a une loi du silence qui fonctionne, en tout cas, si ce n'est pas au DIP, à l'intérieur des établissements. Du temps des agissements de Tariq Ramadan, le directeur du collège de Saussure avait été informé, il ne s'est rien passé. Dans le cas qui nous intéresse, une enseignante au moins a été informée, il ne s'est rien passé. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ce soir pour nous garantir que ça ne se reproduira pas? Alors, dès que moi j'ai appris ce type d'affaires, d'abord, j'ai toujours agi. Et puis, lorsque l'affaire Ramadan est sortie, etc., on a présenté un plan d'action en 3 pistes. Une ligne d'écoute, une ligne téléphonique où les jeunes peuvent se confier, témoigner. On voit combien c'est difficile et combien il faudra qu'elles soient accompagnées peut-être plusieurs fois avant de pouvoir se lancer dans une procédure. Et puis, on est en train de revoir tout notre dispositif, pas seulement à l'école, d'ailleurs aussi dans un cadre plus large, avec les clubs sportifs, avec les maisons de quartier, parce qu'on voit bien que le bas blesse, c'est-à-dire que lorsqu'on entend dire quelque chose, il faut rappeler le cadre aux enseignants. Ils doivent témoigner. L'enseignante qui a été avertie, si les faits sont exacts, a commis une faute professionnelle grave de ne pas avertir sa direction d'établissement. Puis, 3e étape, on est en train de réfléchir de manière plus générale sur les questions de société, comment les anticiper et comment les prévoir. Mais je dois dire que ces jeunes femmes ont beaucoup de courage dans une procédure administrative qui ne les considère pas comme des victimes. Et tout le problème est là. C'est qu'elles ne sauront jamais, à la fin de cette procédure, finalement, ce qui arrive au harceleur. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, la procédure administrative, et ça me choque, et j'en ai déjà parlé au Conseil d'État, considère ces jeunes femmes comme des témoins. Au fond, des témoins qui viennent raconter une histoire comme si cette histoire ne les concernait pas. Alors qu'au fond, elles auraient le droit d'être considérées comme des victimes, d'être accompagnées, et puis surtout après, si ce n'est de connaître le détail de la sanction, au moins de savoir qu'il y a une sanction. C'est un peu la base de la reconstruction pour la victime. Exactement. Donc là, on bute sur une procédure qui est au fond absurde, ça me choque, et j'en ai déjà parlé au Conseil d'État, j'ai bien l'intention de faire en sorte qu'on puisse changer les choses. Vous dites ça vous choque, on voit que ce silence bénéficie aux harceleurs et en même temps, pas plus tard qu'avant-hier, votre département a porté plainte pour violation du secret de fonction contre ceux qui ont donné l'alerte au sein de votre département. C'est des lanceurs d'alerte, c'est des gens qui sont soucieux que ces événements sortent, qui est un exemple. Pourquoi est-ce que vous faites du zèle dans ce sens-là? C'est pas une plainte au sens propre du terme, c'est ce qu'on appelle une dénonciation, c'est-à-dire qu'on a l'obligation de dénoncer. Pourquoi on le fait? Si on le fait pas, parce qu'il y a des choses sur la personne en question, sur l'accusé, si vous voulez, qui sont sortis dans la presse, le risque, c'est qu'il y ait un vice de forme et que le vice de forme empêche l'enquête d'aboutir. Est-ce que vous imaginez ces jeunes filles, si elles devaient apprendre que l'enquête se termine pour vice de forme? De toute façon, elles ne l'apprendront pas. Oui, alors en tout cas, le département le saurait, et c'est inacceptable de mon point de vue qu'on puisse imaginer qu'on n'aille pas jusqu'au bout d'une enquête. C'est pour cette raison-là, simplement pour protéger les victimes et pour que la lumière soit faite totalement sur ce qui s'est passé, ou pas. Vous avez entendu l'interview de Maître Assael dans le reportage.
il met en cause une partialité crasse du DIP. Il nomme notamment votre secrétaire générale, qui était doyenne au Collège de Saussure du temps des 2 dernières années de Tariq Ramadan là-bas, qui était directrice ensuite pendant l'affaire qui nous intéresse. Alors, vous l'avez suspendu hier pour une toute autre raison, en tout cas officiellement, mais est-ce que vraiment c'était tenable de l'avoir toujours comme bras droit dans cette enquête? Alors, rappelons que l'enquête, elle est indépendante. Elle est faite par une personne, qui en l'occurrence est une juge, qui est totalement indépendante. Mais vous êtes quand même, vous au DIP, vous êtes quand même impliqué comme une sorte de procureur dans l'enquête. D'ailleurs, Maître Assel demande à ce que vous retiriez pour la transparence. Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez? C'est totalement envisageable, si ça peut rassurer, mais dans les faits, c'est le DIP qui a dénoncé au Conseil d'État cette situation. Si on avait voulu l'étouffer, on n'aurait rien dit. Je vous le répète, j'ai toujours agi. Il y a eu d'autres situations, il y en a d'autres qui sont en cours. Peut-être celle-là est médiatisée vu le lieu, mais en l'occurrence, pour moi, c'est essentiel de ne pas laisser passer. Beaucoup d'autres situations de harcèlement sexuel parmi les fonctionnaires de l'enseignement à Genève? Il y a de temps à autre des situations de ce type, et j'ai, je le répète, chaque fois agi, parce que pour moi c'est inacceptable. C'est inacceptable en tant que chef du DIP, c'est inacceptable en tant que femme. Vous dites aussi simplement que vous agissez, vous avez parlé de tolérance zéro. Est-ce que ça signifie que ce n'était pas le cas avant? Je pense que heureusement la société a changé pendant des années, et toutes les femmes qui ont été harcelées vous le diront, on disait tu l'as cherché, tu étais habillée de telle et telle manière, etc. Et heureusement, les choses changent. Il y avait une trop grande tolérance à l'intérieur du DIP, notamment quand il y avait des rapports avec des élèves majeurs. Je pense de manière générale. Je crois qu'il y a eu aussi une époque... C'est interdit d'avoir des relations avec des élèves majeurs. L'enseignant, indépendamment d'ailleurs de l'âge des élèves, l'enseignant est dans un rapport d'autorité avec ses élèves. Il a le pouvoir de mettre des notes, et il y a toute la séduction qui est liée au savoir et à ce qu'on sait. Donc on doit être irréprochable par rapport à ça. On ne peut pas être copain, ami avec ses élèves. On est dans un rapport, je dirais, tout à fait particulier. Donc je pense que historiquement, effectivement, on n'a pas forcément pris les choses en compte, mais le mouvement est mondial. On voit bien que le problème, il a touché le Parlement fédéral, il touche les organisations internationales, il touche le CICR, etc. Et il touche le DIP. Il touche le DIP, et heureusement, on s'en saisit, et j'espère bien que les choses changeront. Elles sont en train de changer, et je m'en réjouis. Merci beaucoup de nous avoir rejoints sur ce plateau, Madame Emery Rittera-Santa. Bonne soirée. Bonne soirée à vous, merci. Les grandes villes suisses seraient parmi les championnes de la consommation de cocaïne en Europe. Se basant sur l'analyse des eaux usées, voilà le classement des 10 villes où la concentration en cocaïne est la plus forte. 10 villes dont 5 sont suisses. Genève, Berne, Bâle, Zurich, Saint-Gall, avec parfois une très forte augmentation sur un an, plus 60%. Alors, la cocaïne s'est-elle à ce point popularisée dans notre pays? Qui sont ses consommateurs? Ardité Chabani a mené l'enquête avec Anna Schlepfer. Lucie et Elodie vivent à Lausanne. Âgées de 23 et de 25 ans, les deux travaillent dans les soins esthétiques et sont ce qu'on appelle des consommatrices festives de cocaïne. Elles assument, mais pas devant leurs parents. Je trouve que c'est pas un sujet tabou, en tout cas dans notre âge, dans la vingtaine, parce que maintenant, il y a énormément de gens qui consomment. Vous avez l'impression que ça circule facilement? Énormément, oui. Beaucoup, parce qu'on en trouve très facilement, c'est ça le problème. Et ça se vend partout, donc on peut en acheter quand on en a envie et où on veut. Consommatrices occasionnelles, les deux jeunes femmes sont tout de même conscientes que ce n'est pas anodin. Dès le moment où ça devient normal, qu'il n'y a plus aucune gêne, ben c'est là que ça devient dangereux. C'est le contenu des égouts qui nous l'apprend. 5 villes suisses se placent dans le top 10 de la consommation de cocaïne en Europe. Pour obtenir ce résultat, l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies a récolté les eaux usées de 64 villes. Conclusion, nette augmentation de la consommation de cocaïne en Europe, mais surtout en Suisse. Plus de 64% d'augmentation à Genève et même 80% à Saint-Gall. Pour les données des eaux usées suisses, c'est le laboratoire des sciences criminelles de l'Université de Lausanne qui était en charge de l'étude. Le tout chapeauté par Pierre Esseva. Si on regarde le hit parade, si on veut dire, des produits stupéfiants, c'est vrai que la cocaïne reste la substance la plus consommée après le cannabis, c'est clair. Et puis qu'on a toujours une recherche des consommateurs de ce type-là de produits, et puis une offre aussi qui est aussi assez importante à ce niveau-là. Une offre qui vient de la rue, mais pas seulement. Il existe des vendeurs de cocaïne d'appartements dont le numéro se refile de bouche à oreille. C'est le cas de Rico. Il vend de la cocaïne à Genève depuis plus de 10 ans.
Oui, je suis dealer de cocaïne. Maintenant, c'est devenu accessible à tout le monde. Et c'est vrai qu'il y a plus de gens qui consomment. Tu vois, les gens consomment plus facilement qu'à l'époque. Moi, je pense que c'est une drogue qui est devenue un peu, on va dire, à la mode, quoi. Moi, ma clientèle, c'est des gens normaux. C'est de 28, 30, 40. Et, ça va au-delà aussi. Mais je sais qu'il y a des jeunes qui ont cet âge-là, qui ont 17-18 ans, qui consomment. Mais de tout. Des banquiers, des vendeurs dans les magasins, de tout, quoi. Des jeunes, des moins jeunes, des hommes, des femmes, la cocaïne touche tout le monde. Son prix a été divisé par 3 en 20 ans. Les spécialistes observent cette lame de fond avec attention. Ça s'est beaucoup démocratisé, si on veut. C'est une drogue qui est un stimulant, donc qui va plutôt intéresser des gens qui sont sous stress, qui ont beaucoup de charges. On va trouver ça dans le monde professionnel, on va trouver ça dans les cuisines, on va trouver ça chez les étudiants, on va trouver ça dans tout type de setting, bien sûr dans le setting festif, mais au-delà, dans beaucoup de milieux. Aujourd'hui, on a des chiffres qui nous disent à peu près que 5% de la population suisse aurait déjà consommé de la cocaïne. Effectivement, il y a une vingtaine d'années, on était plutôt autour de 1%. On ne peut pas s'en réjouir, vu que la cocaïne est associée quand même à un certain nombre de difficultés sociales. 80% de la cocaïne en Suisse est consommée de manière récréative, donc pas régulière. Mais pour les 20% restants, c'est plus problématique. À la clinique Belmont, à Genève, nous rencontrons Bernard et son soignant. Cadre supérieur de 45 ans, Bernard a consommé de la cocaïne pendant plus de 20 ans, avant que tout parte en éclats. Mon premier contact avec la cocaïne s'est produit à l'âge de 21 ans. 2 lignes de cocaïne qui m'avaient surpris par la vigilance, l'hypervigilance que ça m'avait procuré. Pour ce qui concerne la cocaïne, c'est surtout en général le besoin d'être performant, donc de pouvoir faire ce qu'on leur demande, c'est-à-dire dans leur travail, dans le cadre social. Dans le cadre des sorties, il faut tenir le coup toute la soirée, donc il faut un petit peu prendre quelque chose, sinon on s'écroule avant la fin de la soirée. Et puis dans le cadre professionnel, il y a un tel stress et une telle demande, une exigence de la part de l'employeur ou des employeurs, où on est obligé effectivement de prendre quelque chose pour tenir le rythme. La consommation de cocaïne, vu qu'elle va crescendo, le fait qu'il y a une tolérance de psychisme et d'organisme à son effet, et les doses doivent augmenter pour obtenir le même effet. Donc l'effet destructeur sur les finances, sur la santé, sur la socialisation, puisqu'elle vous isole, puisque moi je consommais seul et non plus du tout socialement, festivement. Et pour résumer, en réalité, il m'a fallu une année pour prendre la décision de me soigner. Une année. L'intervention de son entourage, des accidents quasi mortels et de gros soucis financiers pour remarquer qu'il avait un problème. Pendant cette année-là, elle en était où, votre consommation? Elle était quotidienne? Elle était quotidienne. Elle était quotidienne à des doses élevées, c'est-à-dire plusieurs grammes par jour. Et vous mène à la mort. Vous mène à la mort physique, puisque moi-même, j'ai frôlé la mort à 3 reprises. La puissance de la dépendance est tellement forte que même le fait de frôler la mort en ayant des enfants à charge ne vous dissuade pas de cesser votre consommation. Alors que faire ? Que faire face à ce supermarché à ciel ouvert et ses dizaines de milliers de consommateurs? Des voix se lèvent pour prendre un autre chemin, car pour les professionnels, il est difficile d'imaginer pire que la situation actuelle.
Ça, je crois que ça devient une évidence pour tous les acteurs au niveau international. C'est que la stratégie qu'on a décidée au sortir des années 60-70 de prohibition et de guerre à la drogue, en fait, ça fait plus de mal que de bien. Ça fait beaucoup de dégâts chez les consommateurs, ça coûte très cher. Et puis, effectivement, on a ce paradoxe que c'est quelque part là où on a le plus de répression qu'on a le plus d'augmentation de drogue. Donc, effectivement, la répression n'arrive pas à diminuer la consommation. Si la répression ne marche pas, qu'est-ce qui pourrait fonctionner? Juste avant son élection au Conseil fédéral, Ignacio Cassis, PLR tessinois et médecin, lance un pavé dans la mare. Dans cette vidéo réalisée par nos confrères du Blick, il parle même de légaliser la cocaïne. Il y a des consommateurs accros et dépendants à la cocaïne. Ils n'iraient plus sur le marché noir s'ils pouvaient disposer d'un accès médicalisé aux produits. Il n'y a que les soins médicaux qui peuvent aider les dépendants à moyen terme à se désintoxiquer. Et ça, aujourd'hui, avec le marché noir, ce n'est pas possible. Alors, ce que j'imagine, c'est que dans le cas de consommateurs dépendants et problématiques, pas pour les occasionnels, eh bien nous créons un cadre qui définisse un accès aux produits selon les circonstances, l'âge, la problématique. Et tout cela serait quelque chose de contrôlé. Si beaucoup de ses camarades de parti reconnaissent l'inefficacité de la répression, peu sont prêts à le dire publiquement. Mais le discours d'Ignacio Cassis commence tout de même à avoir un écho. Députée au Grand Conseil fribourgeois, Johanna Gapani fait partie des rares à oser s'exprimer sur la dépénalisation. L'interdiction n'est clairement pas une bonne solution. Alors la légalisation, je pense qu'elle doit être abordée dans le cadre de projets d'abord. On doit voir ce que ça donne. Et puis ensuite, une légalisation, comme je le disais, ça ne veut pas dire tout autoriser à n'importe qui et de n'importe quelle manière, mais ça veut véritablement dire poser un cadre et savoir ce qui se fait sur le marché. On a l'impression qu'à partir du moment où c'est légalisé, c'est encouragé. Alors que ce n'est absolument pas le cas et on l'a vu dans les pays qui l'ont fait. Par exemple, il y a le Portugal qui a légalisé, mais il y a aussi d'autres pays qui l'ont fait, notamment en Amérique. Et on se rend compte que dans ces pays-là, eh bien, la consommation a plutôt diminué. D'autant plus que pour nos jeunes consommatrices, le côté illégal de la cocaïne n'a pas l'air d'être un frein. C'est très dur de comprendre que c'est illégal alors que justement ça se vend partout. Des fois on se demande justement qu'est-ce que la police fait parce qu'on peut en trouver à chaque coin de rue. Donc finalement c'est très facile de s'en procurer. On s'en rend pas compte mais ça vient très vite à nous et après on n'arrive plus à arrêter. Donc vaut mieux ne pas commencer que de continuer ça indéfiniment. La cocaïne, une drogue en phase avec les exigences de performance de notre époque. Et ce paradoxe, depuis 10 ans, plus on la réprime, plus elle est consommée. Il y a 25 ans, cette année, les speakerines disparaissaient des petits écrans français. Chez nous, en Suisse, ces icônes de la télévision allaient survivre presque 20 ans de plus avant, finalement, de quitter l'antenne. Cette année, les speakerines font un retour en force dans une série, dans un documentaire, et Béatrice Guelpa a voulu savoir ce qu'étaient devenues nos speakerines à nous. Pour certaines, pas besoin d'aller chercher trop loin. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Les speakerines, ces reines du petit écran aujourd'hui disparues, sont remises à l'honneur. Une série française qui sera diffusée prochainement fait d'une speakerine incarnée par Marie Gillin son héroïne, plongée nostalgique dans les années 60. Mesdames et messieurs, nos émissions sont maintenant terminées. J'espère que vous avez passé une très bonne soirée. Je vous souhaite à tous une bonne vie. Au revoir et à demain. Alors quand les nôtres, celles qui ont accompagné nos soirées, sont invitées dans les locaux de la télévision par leurs anciens collègues régisseurs, ça donne un apéro, quelques photos collectors et comme une envie de rembobiner. Attention, test setup. Alain Schmitter, c'est un peu le téléspectateur modèle.
il sait tout des 48 speakerines et 6 speakers qui se sont succédés sur les écrans romans pendant près de 60 ans. Sa première speakerine, il s'en souvient comme si c'était hier, il avait 3 ans. J'étais vraiment gamin. Et cette première image, c'était Marie-Claude. Et j'étais assis sur les genoux de mon père et mon père me dit, tu vois, elle s'appelle comme ta sœur. Et c'est vraiment une image qui m'est toujours restée. J'ai bloqué là-dessus. À 15 ans, il commence une collection qu'il poursuit aujourd'hui encore. Photos, magazines, articles, celui qui deviendra buraliste garde tout. Résultat, 40 ans plus tard, un volume considérable. La collection totale, toutes speakerines confondues, donc toutes chaînes confondues, c'est 46 classeurs. Avec les françaises, les suisses alémaniques et les tessinoises. Vous avez tout collectionné? Tout collectionné. Écrit à toutes ces femmes, que ce soit en Suisse allemande, que ce soit au Tessin, leur envoyer des boîtes de chocolat à Noël, à leur anniversaire. C'est un peu bizarre quand même. Il n'y a pas des gens qui vous disent « Tiens, c'est un peu spécial comme passion ». Vous avez eu quoi comme retour? Oui, mais beaucoup de gens m'ont dit « Bah tiens, c'est une collection pas mal ». Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui collectionnent des trucs tout à fait basiques, que ce soit les opercules, que ce soit les boîtes de camembert. Tandis que moi, c'est les speakerines. Toutes. Et une des premières, c'est Claudette. Il y avait 2 speakerines, ce qui n'était pas beaucoup, parce que par rapport à la Suisse allemande, et il en fallait une 3e. Alors, il y avait une genevoise, une d'origine vaudoise, donc manquait une valaisanne ou une fribourgeoise, une speakerine Cato, quoi. J'ai été choisie, j'étais la valaisanne. D'ailleurs, regardez, là, vous verrez, la valaisanne, la petite valaisanne a été élue speakerine. Après, ils disaient c'est la nôtre, c'est la nôtre. Les valaisans disaient c'est la nôtre. Mais c'était drôle. Un départ en fanfare avec très vite une annonce inoubliable et pour cause. Capcom, we're go for landing. Altitude 4200. Houston, you're go for landing, over. Ça a été le soir de l'alunissage des premiers pas de l'homme sur la Lune. Les premiers pas de Armstrong sont restés. Pour ceux de Claudette à la télé, il faudra se contenter de journaux. Son annonce a disparu. À l'époque, les speakerines sont partout. Elles sont même réquisitionnées pour célébrer l'arrivée de la télévision dans telle ou telle vallée valaisanne. On inaugurait les antennes encore à l'époque. C'était pas de la fibre optique. Voilà l'histoire. Ils avaient fait des pages de journaux. On les déguise, on les montre, on les sort, que ce soit dans les jardins ou pour le salon de l'auto. Je dispose de 30 minutes pour faire le tour de la ville et j'aimerais voir un maximum de choses. C'est possible? Et bien sûr, on ne les oublie pas non plus pour célébrer la couleur qui arrive dans le poste. Que la couleur soit... Mesdames, Messieurs, la couleur est présente sur les écrans. À l'époque, il n'y avait pas de femmes. Faut pas oublier ça. Il n'y avait pas de femmes à la télévision qui faisaient de l'antenne. Il y avait des femmes à la télévision. Mais elles ne paraissaient pas. Alors nous étions les premières. Alors allons-y, en avant-marche. Un féminisme balbutiant, car si les speakerines sont mises à toutes les sauces, elles sont aussi pas mal en cuisine. Madeleine, je suis à peu près certain que vous êtes incapable de réussir un bon riz créole. Écoutez, moi je sais pas, mes invités n'étaient pas de cet avis en tout cas. Je vais vous montrer un appareil qui s'appelle le Mévari. Elles étaient peut-être pas top niveau cuisine, n'empêche c'était des stars. Les people de l'époque, traqués par les caméras comme Claudette, jusque sur les bancs d'église, ou filmés à leur départ en voyage à l'image de Madeleine. Je me souviens que j'étais à l'école, à l'époque, la fille de la speakerine. C'était rare. C'était vraiment des célébrités. Quand elle allait dans les magasins avec, tout le monde se retournait. Même les gens lui parlaient. C'était gênant. Alain? Oui, Madeleine. Il reste combien? Il reste 5 minutes, Madeleine. Bon, mais t'as vu que les fleurs sont toujours pas arrivées, hein? Qu'est-ce qu'on fait avec ce vase? On va attendre encore 2 minutes. De temps en temps, elle me faisait des excuses et puis je passais l'après-midi avec elle. D'abord chez le coiffeur et puis ensuite à la télévision, dans les studios. Et c'était chouette.
Si donc, vu que les fleurs sont pas arrivées, qu'est-ce qu'on fait? Ils sont pas là, oh tant pis, on se les supprimera alors. On s'en passera. Eh bien, c'est aux fidèles du 5 à 6 que je m'adresse maintenant dans ce décor fleuri. Ça va passer. Milieu des années 80, la TV recrute des nouvelles têtes. J'ai une dernière question à vous poser, mais c'est une colle. Savez-vous le nom du président de la Confédération cette année? Mais les entretiens d'embauche, eux, restent assez vintage. La question traditionnelle, c'est pourquoi? Pourquoi Speakerine? Tout m'attire. Et je dois vous dire que c'est avant tout un travail très répétitif et très routinier. Parce qu'en fait, ce qu'on va vous demander, c'est de réciter l'horaire de chemin de fer. En plus de ça, il demande une énorme disponibilité, parce que vous allez attendre pendant 7 heures de temps dans une loge qu'on fasse appel à vos services. Vous devez préparer 2 annonces qui ne seront pas nécessairement utilisées. Donc vous aurez travaillé à rédiger une annonce qui ne servira pratiquement à rien du tout. Bref, un métier de rêve. Effectivement, on faisait un horaire de chemin de fer, donc c'est pas très gratifiant en soi. Mais en même temps, la speakerine, c'était la personne qui était entre le téléspectateur et la télévision. Parmi les candidates, Catherine Sommer, productrice de Mise au point. D'accord, donc moi je commence à parler quand il y a le rouge. C'est ça, ouais. Étudiante en lettres, elle a déjà un pied dans la maison, elle distribue les téléx aux journalistes pour arrondir les fins de mois. En faisant ce travail, je voyais passer les speakerines et je me suis dit, tiens, peut-être que c'est encore mieux payé que ce que je fais. Et puis, ça n'a pas l'air si compliqué que ça. Pourquoi pas essayer? De toute façon, je suis obligée d'avoir un emploi, que ce soit celui-là ou un autre, autant choisir le plus agréable possible. À l'époque, on lui fait bien comprendre, comme à tous les candidats, qu'elle n'a aucune chance de devenir journaliste. J'attire votre attention sur le fait qu'il y a 2 choses qu'on ne peut pas faire en même temps. Oui. C'est et le speaker et éventuellement encore un stage de journaliste à l'intérieur de la maison. Et là, je suis là 30 ans plus tard. Et puis, effectivement, ça a été... je pense que ça m'a appris beaucoup, en fait, en termes d'antenne. Mais moi, je trouve que ce qu'on faisait... Finalement, c'est pas si loin de ce que je fais aujourd'hui. C'est qu'on est des passeurs et on est là pour maintenir le contact avec les gens. Et les speakerines, c'était ça. Pour connaître la fin des aventures de Linda, ne manquez surtout pas le 3e et dernier épisode de La valise en carton. C'est à 20h35. Maintenant, c'est Catherine Sommer, c'est plus Cathy. À l'époque, c'était Cathy. La Cathy du vendredi, on l'appelait. Maintenir le contact avec les gens dans tous les looks et sur tous les tons. Ah bon? On va encore être malade, hein? Il s'agit aussi de gérer les pannes. Chers téléspectateurs, bonjour. Eh bien, au nom de la TSR, je vous prie de bien vouloir nous excuser de cette interruption momentanément de programme. Et surtout d'annoncer Top Model. Encore quelques rendez-vous, les Top Model à 18h35. Je vous laisse en compagnie de votre téléfilm Top Model. Ce sera le 225e épisode de Top Model. Tout de suite, Top Model! Mais les speakerines, c'était avant tout les vedettes qui débarquent au salon, les dames pour lesquelles on se prépare, les intimes auxquelles on se confie. Programme ce soir à 20h10. Il y avait un monsieur, par exemple, qui nous disait qu'il se préparait en fait pour le moment de la speakerine. En fait, il se coiffait, il s'habillait tout joliment, il se parfumait, puis c'était comme d'avoir quelqu'un dans son salon. Certaines fois, on recevait des lettres de 2-3 pages, format A4, recto verso, où la personne se confiait, se racontait. Ça me rendait très triste, parce qu'on voyait une telle solitude derrière pour être considérée comme une amie alors qu'on passait à raison de 1 minute, 2 fois par jour, 1 fois par semaine. C'est pas vraiment ça l'amitié, donc je me disais il y a vraiment beaucoup de solitude derrière et c'est vrai que ça me rendait triste. Il a sonné 12. Eh oui, il a sonné 12 pour la dernière fois de 1960. Nous pensons tout particulièrement aux isolés et aux malades qui nous suivent fidèlement tout au long de l'année et pour qui notre télévision est devenue une amie.
Votre programme se poursuit, comme vous le voyez, avec une potiche qui vous annonce le prochain sujet de Viva consacré à la face cachée de la potiche. Excellente soirée à tous, au revoir. C'était loin d'être des potiches, au contraire, la plupart des speakerines avaient quand même fait des études assez poussées. Cédric Herbé, chef d'antenne pendant 23 ans et bien placé pour le savoir, c'est lui qui en a engagé une bonne partie. Le rôle exigeait quand même d'elle d'écrire elle-même les textes, hein, donc il fallait déjà savoir écrire, il fallait savoir rédiger, il fallait savoir être à l'aise devant une caméra. En fait, c'était un métier quand même assez exigeant. Études ou pas, c'était de vraies personnalités, des figures désormais incontournables de notre histoire. À propos, régisseur de mes deux, tu demandes s'il te plaît qui c'est qui fait le TJ? Fin de nos émissions vers... Mais écoute, tu te rends compte qu'il y a des adultes qui étaient pas nés quand j'ai commencé, nom de bleu, alors faut pas pousser. 23h de la nuit. Dieu de Dieu, tiens-toi bien Madelon, hein, attention. Merci beaucoup Boris, ça c'est très gentil, j'avais l'intention de ne rien dire du tout, alors je vais dire puisqu'il l'a dit. C'est en effet la dernière fois que je vous souhaite une bonne soirée, que je vais vous donner rapidement notre programme. Car raconter l'histoire des speakerines, c'est aussi faire la liste d'une succession de départs. Je disparais pour toujours. Bye bye. 3 ans passés en votre compagnie, je vous souhaite de passer une très belle soirée. Sébastien, on te rentre à la maison. 53 départs jusqu'à la dernière, c'était en août 2012, elle s'appelait Patricia. Même le fan le plus absolu a fini par s'y résoudre. Je pensais que c'était inévitable un jour ou l'autre, donc ça ne pouvait pas continuer. Ça c'est clair, c'est un truc irréversible. Donc on était vraiment la seule chaîne qui en conservait encore. Vous y repensez, vous, des fois, à tout ça? Tous les jours. Il n'y a pas un jour où je n'y pense pas. Ça fait partie de ma vie, je crois que ça fera partie de ma vie jusqu'à la fin. Même si elle n'existe plus à l'écran. Ne quittez pas votre téléviseur. La suite du programme va vous être présentée dans quelques instants, au cours desquels nous diffuserons un peu de musique légère. Mesdames et messieurs, nous avons un petit problème de magnétoscope et nous vous invitons à prendre un petit peu de patience. D'ici quelques instants, vous allez voir la suite de ce très beau spectacle, avec toutes nos excuses. Voilà, retour au programme, mesdames, messieurs. Merci de votre attention. Dans la suite de nos programmes, la très belle série L'Arme Fatale, dans un instant sur la radio-télévision Suisse 1. Dans cet épisode, on verra Riggs et Meurtaud enquêter sur un braquage qui les mènera à la traque d'un père irresponsable. Et bien sûr, dimanche prochain, 20h10, l'excellente émission Mise au Point à ne surtout pas rater. D'ici là, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone sur le 236 94 00 à Genève pour nous faire part de vos réactions à nos émissions. Bonne suite de programmes sur la Romande et une très belle soirée. Au revoir.